Merci. Du coup, j'espère que le film vous a plu. C'est pas évident de directement enchaîner avec des questions. Mais peut-être comme première piste de questions, on parle beaucoup de la beauté plastique de tes images, mais aussi tu as un rapport très fort au dialogue, aux mots. Est-ce que c'est ce qui te vient en premier pour imaginer une scène? Voilà. Ça dépend des projets, hein, en fait. Là, il me semble pas que c'était le cas. Je sais plus du tout ce qui m'est venu en premier. Il me semble que c'était Vanessa Paradis, le personnage de Vanessa Paradis qui n'avait pas été écrit pour elle au départ, courir en imperméable vers une cabine téléphonique. Il me semble que c'était une des premières visions que j'avais eues par rapport à ce film-là, et que je ne sais pas si les choses s'étaient construites autour de ça, parce que au départ de ce film, il y avait vraiment l'idée d'un personnage qui a réellement existé, qui s'appelait Anne-Marie Tensi, qui était une productrice de films porno gays dans les années 70, un peu comme dans le film, et qui avait une relation amoureuse avec sa monteuse. Après, tout ce qui est meurtre, serial killer, tout ça, c'est vraiment la pure fiction, même s'il y a eu des choses très très louches dans leur entourage. Je crois que oui, la première image, en tout cas la première impulsion du film, il me semble que c'était cette séquence-là, la séquence de juste avant la cabine. Ouais, je crois, je suis plus certain. Parce qu'en plus, le film, tu l'as coécrit avec Simon Mangione. Ouais. Là où tu étais précédent, je crois que c'est plutôt tout seul en fait que tu les écrivais. Ça dépend. Oui, le premier long, je l'ai écrit quasiment tout seul. Ce deuxième long, on a écrit à deux. Le troisième, j'ai écrit avec plusieurs personnes. Celui que je suis en train de terminer là. Enfin, terminer d'écrire. Et puis les cours, généralement, je les écris plutôt seul, ouais. Mais pour un long, je trouve que, en tout cas à l'avenir, je sais que je veux vraiment travailler avec des partenaires d'écriture. Pour te renvoyer la balle. Ouais, c'est trop dur d'écrire un long tout seul. Enfin, moi, j'arrive pas. Par rapport à ton développement, en fait. Ouais, et puis juste, c'est un métier dans lequel on est beaucoup seul. Écrire seul, au bout d'un moment, c'est un peu déprimant. Donc, juste avoir quelqu'un avec qui s'amuser, c'est beaucoup plus stimulant. Est-ce qu'il y a peut-être des premières questions ou réactions? Tu veux le micro Non, ça va. Ok. Bon, déjà, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est hallucinant comment on voit jamais ça. Enfin, c'est complètement hors des sentiers battus. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que vous avez des influences artistiques ou littéraires qui vous ont... Par rapport à ce film? Oui, ou en général qui inspirent votre travail? Ouais, il y en a, parce que moi, j'ai eu plein. Ouais. Mais vas-y, mais ça m'intéresse de savoir ce que tu as vu, en fait, plus que... Je sais pas, picturalement... Bon, non, mais je vais pas sortir plein de références. Enfin, je préfère savoir. Si, t'avais l'air d'avoir des choses... Non, mais je veux pas... Je te retourne la question, c'est un peu facile, mais... Non, mais il y a du Bacon, Schill, en littéraire, enfin... Moi, je travaille beaucoup sur Georges Bataille, donc j'ai vu des choses... Dès qu'il y a un peu de subversion, évidemment, on pense à Bataille, mais c'était pas forcément une grande référence sur ce film, même si j'ai lu l'histoire de l'œil quand j'étais ado, et que forcément, ça m'a... En fait, il y a l'œil dans la bouche qui est... Oui. Moi, ça revient très souvent, l'œil. Après, l'œil et la bouche, c'est Eros en général, enfin, c'est l'érotisme, on est obligé d'en passer par là, quoi, le voyeurisme, la bouche... mais sur ce film-là, il y avait en général, beaucoup de cinéastes européens des années 70, qui est peut-être la décennie de cinéma la plus formaliste pour moi. Alors évidemment, des cinéastes de genre qui sont des maîtres comme Dario Argento ou Brian De Palma. Je pense que la grande référence pour ce film, pour moi, c'était le maître absolu, c'est Brian De Palma, quoi. Et après, des choses beaucoup plus obscures, oui, des pornos des années 70, certains pornos gays que je trouve magnifiques, notamment un film que j'ai restauré depuis qui s'appelle Équation d'un inconnu, qui est un film de la fin des années 70 qui est absolument
qui est vraiment un chef-d'œuvre, quoi, si vous avez l'occasion de le voir. Et après, en littérature, sur ce film-là, en littérature, je crois qu'il y a, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose, mais après, oui, en général, oui, j'ai des passions, j'ai des... ouais, disons que mes inspirations sont traversées par beaucoup de gens, quoi, un peu dans tous les arts. Mais là, c'est un film qui est très très inspiré du cinéma. Enfin, je trouve que c'est vraiment aussi un hommage au cinéma, notamment au cinéma déviant, soit le cinéma d'horreur ou le cinéma pornographique, mais tout le cinéma déviant des années 70, quoi. On pense aussi beaucoup à tout le cinéma de la marge, enfin, l'école diagonale, le VKL. Oui, absolument. Ouais. Vous pensez à Change pas de main? Oui, Change pas de main, qui est un des premiers films qui mêlait pornographie et cinéma d'auteur, mais aussi Simone Barbès ou La Vertu, qui est un film diagonal aussi. Alors Diagonale, c'est une maison de production qui a été fondée par Paul Vecchiali et qui a abrité plein de cinéastes un peu marginaux de ces années-là, je dirais du mi-temps des années 70 jusqu'au mi-temps des années 80, pendant une petite dizaine d'années, et qui a produit de nombreux chefs-d'œuvre plus ou moins méconnus, dont Simone Barbès ou La Vertu, qui raconte l'histoire d'une caissière, ouvreuse de cinéma porno, et tourné en 79, l'époque où le film est censé se passer. Et d'ailleurs, il y a une petite apparition de l'héroïne de Simone Barbès ou La Vertu dans la scène de cabaret lesbien. Voilà. La barmaid, c'est Simone Barbès. Ce qui est très beau aussi dans le film, je trouve, c'est la manière qui renvoie un peu à cette école dont tu décris, c'est la manière de traiter n'importe quel personnage comme, même s'il n'a pas d'incidence dramaturgique, comme une vraie apparition et d'avoir une attention en fait, à tous les personnages, que ce soit les seconds rôles et même les figurants. En fait. Bah ça, c'était vraiment notre motto avec Cristiano, le co-scénariste. C'était vraiment effectivement que chaque personnage ait quelque chose à défendre à un moment donné et que on avait vraiment de l'amour pour chacun de nos personnages. Bon, alors certains un peu moins que d'autres, mais et après. Ce qui est beau, et moi ce qui m'excite quand on fait un film, c'est que le personnage devienne un acteur en fait. Et je suis allé chercher vraiment des acteurs que j'aimais beaucoup, d'autres que j'ai découverts en casting, beaucoup de casting sauvage aussi, mais aussi des acteurs plus anciens que j'avais repérés dans des films que j'adorais. Voilà, on parlait de l'héroïne de Simone Barbès, mais il y a aussi Jacques Nolot qui joue le vieil aubergiste, le père de Romane Boringer dans le film. Romane Boringer, qui est une actrice que j'aimais beaucoup dans les Nuits Fauves. Qui est encore Florence Giorgetti, qui est l'ouvreuse qui donne les lampes dans la backroom du cinéma, qui avait joué dans La Grande Bouffe, qui avait joué dans La Dentelière. Que j'avais rencontré, que j'avais vu au théâtre en fait, et qui était une femme extraordinaire, qui est morte là, juste après le tournage, enfin un an plus tard. Il y en a quelques-uns comme ça, un clin d'œil plus ou moins obscur aussi à d'autres personnalités du cinéma, quoi. Par exemple, l'acteur qui joue Boucle d'Or, c'est... Bouche d'Or. Pardon. Il s'appelait Pierre Pirol, et là, j'avais trouvé un autre acteur que j'aimais beaucoup, qui a eu peur du rôle, qui m'a posé un lapin, je pense 2 semaines ou 3 semaines avant le tournage. Et du coup, je suis allé fouiller un peu dans toutes les petites agences de cinéma pour chercher une gueule, parce que j'avais vraiment besoin d'une gueule. Et je suis tombé sur Pierre, qui est un acteur à la fois de théâtre et de cinéma, mais qui a joué aussi dans Casimir. C'était une série pour enfants dans les années 70. Des espèces de gros extraterrestres. Les dinosaures oranges. Ouais, les dinosaures, extraterrestres, dinosaures, je sais plus trop, mais c'était vraiment quand j'avais. Ouais, l'île aux enfants, c'est ça. Ouais. Il jouait Casimir? Non, il jouait pas Casimir, il jouait un autre dinosaure, je ne sais plus lequel. Et voilà, quand j'ai appris ça m'a beaucoup amusé. Ouais. En fait, bonsoir Yann. Bonsoir. Merci pour ce film fabuleux.
Mais en fait, ce qui m'intrigue le plus, c'est toujours la musique. Mais en fait, si je me trompe pas, en tout cas, c'est la musique qui a été composée par votre frère. Ouais. C'est ça. Mais en fait, je voudrais savoir, par exemple, vous travaillez ensemble sur une scène en termes de musique comme on dit, qui est adapté à l'image ou comment je voudrais savoir la façon dont vous allez travailler, comment le faire. Alors lui, il travaille vraiment exclusivement à partir des images. Il a besoin d'avoir une séquence entièrement montée ou pré-montée pour commencer à travailler. Mais pour le prochain, j'aimerais beaucoup qu'il compose un thème avant le tournage, mais aussi parce que j'aime beaucoup passer de la musique sur le plateau. Moi, ça m'aide vachement pour diriger les acteurs, pour les mettre dans une atmosphère particulière. Donc là, avoir la musique du film avant le tournage, pour moi, ça serait vraiment un luxe et je sais pas, une manière de parfaire la direction d'acteur. Là, il y a aussi beaucoup de morceaux, il y a énormément de morceaux de mon frère, composés pour le film, mais aussi beaucoup de morceaux préexistants d'autres musiciens. Donc, il y a aussi un vrai travail de recherche musicale et de morceaux qu'on a pu mettre, qui existaient déjà et qu'on a pu mettre aussi sur le plateau. Mais avec mon frère, non, c'est vraiment un travail. Une fois le film tourné, il commence à travailler, mais pas avant. Il a vraiment besoin de s'inspirer des images plus que du scénario pour construire sa musique. C'est vraiment une question de rythme aussi, je pense, de musicalité des images, plus que de récit. Presque de couleur, je dirais pas. Est-ce que le rapport est tellement organique entre l'image et la musique qu'on a l'impression que les deux existent en même temps. Mais du coup, dans le montage, c'est-à-dire que tu mets une musique préexistante, et que tu montes avec ça. J'ai mis quelques musiques préexistantes. Ça m'est arrivé pour le guider un tout petit peu aussi dans ce que je cherche. Et là, on a mis beaucoup de temps à trouver le premier thème. Et à partir du moment où il a trouvé le premier thème avec Nicolas Fromageau, avec qui il avait déjà travaillé sur les 2 premiers albums de M83, à partir de ce moment-là, tout s'est déployé de manière assez naturelle. Et c'est vraiment le premier thème, pour le coup, qui a été un peu la raide dorsale de la BO, qui a été un peu difficile à trouver. C'est le premier thème, c'est lequel? Mais il y a un thème principal, en tout cas, il y a une mélodie qui revient de manière parfois un peu déguisée, qui est le thème principal du film, qui arrive parfois de manière plus violente, plus saccadée, d'autres fois plus douce. Mais il y a un thème, je ne vais pas te fredonner là, parce que c'est une catastrophe. Et après, il y a d'autres petits thèmes plus circonstanciés, on va dire, notamment avec les flics, par exemple, ou les faux flics porno, des thèmes un peu plus triviaux, on va dire, plus marrants, plus rigolos. Mais il y a un thème qui accompagne le personnage de Vanessa Paradis pendant tout le film. Ouais. Par exemple, la scène de club, c'est une scène du coup avec de la musique préexistante. Oui, ça c'est la scène préexistante c'est un vieux morceau de disco de l'époque, de 79, qui était adapté, si je ne m'abuse, d'un vieux morceau, une adaptation d'un vieux morceau mexicain qui s'appelle Malagueña, en version disco, quoi. Donc, comme on en faisait beaucoup à l'époque. Pourquoi l'oiseau aveugle comme fil conducteur aux côtés du tueur masqué dans ce film? J'aimais bien ce côté un peu mythologie, légende, et en même temps c'est une forme de clin d'œil aussi à tous ces gialli. Les giallo, c'était vraiment les films policiers italiens des années 70 avec des tueurs à l'arme blanche, popularisés par Dario Argento, par Mario Bava, etc. Et beaucoup de films étaient liés aux animaux. Le premier film d'Argento s'appelle L'oiseau au plumage de cristal, par exemple. Et le chat à 9 queues, 4 mouches de velours gris. Et donc toujours un peu des choses liées à l'animalité. Donc je crois que ça m'amusait de faire ce petit clin d'œil aussi. Et en même temps, j'aimais bien cette légende. Le jeune acteur qui joue l'ornithologue est juste derrière toi. Avec sa vraie main. Avec sa vraie main, cette fois-ci.
Et c'était les vrais oiseaux que vous guidez du coup sur le tournage avec Ouais, leur ça dresseur. nous a donné des surfroids, un dresseur d'oiseaux, les oiseaux n'arrêtaient pas de se perdre dans la nuit. Enfin, c'était dur. C'est vraiment, je conseille à personne de tourner avec des animaux. Ça, tout le monde le dit, mais je l'ai vérifié. Des animaux plus des acteurs, parce que c'est dans le même plan. Ouais. Il devait y avoir un peu plus d'interaction au départ, mais c'était bon. On a fait ce qu'on a pu. Tu veux dire. Oui, vous avez parlé de direction d'acteurs, du coup, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une part d'improvisation? Est-ce qu'ils sont vraiment dirigés, même dans les scènes plus érotiques? Ouais, c'est un mélange, ça dépend des acteurs. J'ai l'impression qu'il y a des acteurs qui aiment être dirigés de manière très précise. Dans mon premier long métrage, il y avait Eric Cantona, par exemple, il aimait bien qu'il y ait un historique de son personnage, savoir ce que son personnage avait fait avant d'apparaître dans le film, quel était le passé de son personnage, etc. Et d'autres qui sont dirigés de manière plus intuitive, comme Kate Moran par exemple, avec laquelle j'ai fait beaucoup de films, de courts et de longs. Voilà, j'ai quasiment pas besoin de la diriger. C'est une espèce de rapport très fort qui fait que elle va exactement là où je veux qu'elle aille et elle fait exactement ce que je veux qu'elle fasse en mieux, parce qu'on se comprend intuitivement. Et d'autres qui sont des acteurs amateurs, alors que je dirige un peu plus, que j'essaie surtout de libérer, parce qu'il y a beaucoup de trac quand des gens n'ont jamais fait de cinéma, qui se retrouvent devant une caméra, on tourne en pellicule, il n'y a pas beaucoup de prises, donc c'est toujours très très stressant. Essayer de les mettre le plus à l'aise possible. Par exemple, Vanessa Paradis, comme c'était la première fois que tu l'as dirigée, c'était une appréhension. Ouais, oui, après Vanessa, on s'était vu beaucoup de fois avant le tournage, on n'avait pas vraiment répété, elle n'aimait pas ça. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est de très traqueux aussi et que je pense que elle s'était mis beaucoup de pression aussi. Et le premier jour, ça s'était un tout petit peu senti. C'est quelle scène le premier jour Le premier jour, je pense que c'était une scène qu'on a coupée, je crois. Mais pas seulement parce qu'elle était moins bonne que dans les autres, mais juste ça marchait pas avec le récit. Il en reste un tout petit peu. Je crois que c'est un moment, c'est le premier tournage porno quand elle débarque dans le hangar. Et à partir du moment où je lui ai dit que ce film c'était aussi un portrait d'elle, un portrait en fiction, là tout à coup, voilà, tout est devenu très naturel, très simple. Et puis c'est vraiment quelqu'un qui en impose au départ, parce que c'est Vanessa Paradis, parce qu'elle est iconique, parce que voilà, c'est une femme incroyable, mais qui est tellement humble, tellement simple. Tellement sympathique, qui connaît le nom de tous les gens de l'équipe au bout de 2 jours et qui fait des cadeaux à tout le monde et qui est, voilà, c'est vraiment une des personnes les plus adorables et généreuses avec lesquelles j'ai pu tourner, que au bout d'un moment on était juste une espèce de bande de potes qui faisaient un film tous ensemble, quoi. Donc c'était très très fluide, c'est un tournage très très heureux, vraiment. On a vraiment eu l'impression de beaucoup s'amuser en permanence, de chercher des choses, d'essayer de donner du plaisir. Il y avait une vraie synergie entre tous les membres de l'équipe. C'était vraiment super. Mais tout en étant, tu devais être hyper concentré à chaque fois, parce que comme ce que tu disais, bien sûr, d'avoir peu de quand la pellicule coûte cher, contrairement au numérique, du coup t'as pas une énorme latitude en fait dans les prises, etc. Tu dois avoir, par rapport par exemple à l'improvisation, je pense que après on est toujours pressé par le temps. Il y a des scènes sur lesquelles j'aurais aimé avoir plus de temps, par exemple. Mais dans l'ensemble, le fait qu'on tourne en pellicule ou pas en pellicule, ça change pas grand-chose. Ah oui. Quand il y a 20 plans à tourner, que ce soit en numérique ou en pellicule, de toute façon, on court après le temps. Donc c'est toujours... Même si je tournais en numérique, je pense que j'aurais la même méthode. Je tournerais pas en continu. Je tournerais plan par plan. Et... parce que c'est très découpé. C'est très découpé, ouais. C'est très découpé. Il y a très très peu de choses improvisées. Donc quand on arrive sur le plateau, il fallait qu'on sache à chaque fois ce qu'on allait faire. Alors bien sûr, après on cherchait encore, on inventait des choses, mais la base de la journée était déjà là.
Moi, ça me rassure d'arriver sur le plateau en sachant à peu près ce que je vais faire, hein. C'est important, en ayant vu les lieux, en ayant vu les décors, en imaginant ce qui pouvait se passer en termes de mouvement de caméra, de lumière, de gestes, des acteurs. Pour moi, peut-être que, je sais pas, peut-être que à l'avenir, je prendrai plus de risques en arrivant sur le plateau et en improvisant davantage. Mais c'est une manière de conjurer le trac aussi, évidemment, quoi. Est-ce qu'il y a une autre réaction, une question? Ouais, vas-y. J'ai une question par rapport aux séquences de films qui, dans l'univers, ont été réalisées par Anne. Ouais. Est-ce que c'est des références à des films précis de l'époque ou ça évoque une imagerie plus générale de la pornographie homosexuelle des années 70? Mais il y a un côté, il y avait tous les films pornographiques homosexuels français que j'ai pu voir, il y avait vraiment ce côté un peu trivial, un peu ridicule, un peu comique, mais vraiment du comique un peu grotesque. Et je me suis vraiment inspiré de ça, de cet esprit presque bouffon de ces films-là, à l'exception de quelques-uns, dont celui dont j'ai parlé tout à l'heure, Équation d'inconnu, qui est un film pour le coup éminemment mélancolique. Mais sinon, il y avait beaucoup de films un peu farcesques, très très médiocres hein, dans leur facture, dans le jeu, pas synchronisés, chaque fois doublés très très mal par parfois une personne qui faisait tous les personnages. Donc je me demande vraiment comment on pouvait s'exciter devant ces films-là. C'est vraiment un mystère, parce que c'était vraiment des films torchés en une après-midi, et notamment tous les films tournés par cette femme productrice dont je me suis inspiré. Étaient connus pour leur médiocrité, quoi. Il y avait notamment un canapé avec une couverture rose, quoi, ou rouge, qui revenait sur tous les films. Voilà, genre unique décor, tourné en une après-midi avec des acteurs mal à l'aise. Enfin, c'était terrible, je crois, de tourner avec elle. Donc je me suis inspiré un peu de tout ça, et après, oui, j'ai laissé faire un peu mon imaginaire déviant, quoi, essayer de m'amuser encore un peu plus. Mais en tout cas, oui, cette trivialité, elle vient vraiment du cinéma pornographique français, qui était très très différent du cinéma pornographique américain, qui était plus sérieux, plus excitant, plus beau esthétiquement, avec beaucoup plus de recherche plastique que dans ces films français vraiment de seconde zone, quoi. Qui passaient 2 semaines dans les cinémas et qui après disparaissaient dans l'oubli. D'ailleurs, la plupart ont disparu définitivement aujourd'hui. Les copies n'étaient pas déposées au CNC. C'était presque un cinéma de contrebande, hein, qui était fait pour le fric et basta, quoi. Il n'y avait aucun geste artistique, à quelques exceptions près, dans ces films, dans la production de ces films en tout cas. Mais de temps en temps, il y avait des choses étonnantes, quoi. Il y a, je dirais, 7-8 films français gays, pornographiques, dans lesquels il y a des images même dont je me suis inspiré et que je trouvais belles et fortes et singulières. Mais ça restait des exceptions, quoi. Je pense qu'il y a peut-être eu 150 films tournés à cette époque, 150 films gays tournés en pellicule 16 mm. Et ouais, la plupart ont disparu a priori pour des bonnes raisons. Même si c'est toujours triste, parce qu'il y a un aspect documentaire dans ces images, qu'elles soient médiocres ou non, il y a un aspect documentaire qui est perdu pour toujours, et ça je trouve que c'est terrible. Il y a une question au fond. Tu veux le micro? J'ai une question sur la recréation de l'univers de la fin des années 70, début années 80. Il y a quand même des choses qui sont extraordinaires en termes aussi bien d'image que de son, etc. Je voulais savoir si vous aviez des choses, des petits secrets à nous dire sur la manière dont vous êtes arrivé à nous plonger comme ça, à nous replonger dans. Puis sinon, j'avais deux remarques, une sur Vanessa Paradis, qui me fait un petit peu penser comme grande égérie qui se retrouve dans un univers gay, un petit peu kitsch, un petit peu. Ça m'a un peu fait penser à Jane Birkin Dans le film de Serge Gainsbourg. Ouais. Ou à Jeanne Moreau dans Querelle. Ouais. Voilà. Et puis. Il y a vraiment une filiation, je trouve, entre Vanessa Paradis aujourd'hui et Jeanne Moreau à l'époque de Querelle, déjà dans le timbre,
dans le visage, dans les traits, dans la voix. Voilà. Il me fait beaucoup penser à Jeanne Moreau, ouais, effectivement. Et des secrets par rapport à la recréation, non, c'était une tannée parce que voilà, il fallait faire en sorte que dans chaque plan, il n'y ait pas d'anachronisme, quoi. Donc ça, c'était très très difficile, même si c'était un imaginaire assez libre par rapport à ces années-là, parce que c'est des années finalement que j'ai quasiment pas connues. Je suis né en 77, donc j'ai plus, c'est plus du fantasme des années 70-80 que du vécu. C'est vraiment plus des images inspirées de films de cette époque, en fait. De films, de photos, de pochettes de disques, de choses comme ça. Mais on ne peut pas dire que ça soit un imaginaire ultra réaliste par rapport à l'époque. C'est recréer une ambiance, recréer un peu la sensation que ces images avaient pu produire sur moi quand je les ai découvertes enfant ou adolescent et que je voyais ces films de ces années-là. Donc on a fait ça avec une espèce de légèreté et en même temps de rigueur parce que ouais, moi je sais que j'ai lutté en permanence par exemple contre tout le mobilier urbain parisien qui est très très contemporain et qui trahissait forcément notre époque si jamais il apparaissait dans le plan, quoi. Et c'était super difficile de retrouver aujourd'hui des friches, des non-lieux, des endroits complètement délestés de ce mobilier urbain. Donc on a tourné très très peu de choses dans Paris, je crois quasiment rien en fait. Un petit peu en banlieue, du côté d'Ivry, il me semble, de Pantin un petit peu je crois. Et après on a tourné en région centre, vers Tours, notamment toute la séquence de cabine téléphonique, c'est à Tours, c'est pas à Paris. Sous un grand pont, une autoroute. Voilà, qu'on entend un peu encore au son. Mais donc c'est un pari recréé de manière très factice et pas documentaire, quoi. Enfin pas historique. Mais disons historique d'une manière cinéphilique, on va dire. Et puis formellement, il y a vraiment ce qui tient, j'ai l'impression aussi, formellement le film, c'est l'omniprésence de la couleur bleue, quoi, enfin, tant dans le décor que dans les lumières, que dans le maquillage, quoi, de Vanessa Paradis avec ses paupières. Enfin, ça, c'est, j'imagine, des choses dont tu parles en fait avec toute ton équipe. Oui, il y avait des dominantes, hein, le bleu, le jaune, le rouge. Ouais, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du bleu, ouais. Parce que même à Paris, bleu électrique, le bleu nuit, ouais. Parce que même dans les rues de Paris, quoi, genre il n'y a pas cette lumière orangée. Oui, exactement. Ça, c'était un de nos gros challenges, c'était de recréer la lumière des néons parisiens des films des années 70. Aujourd'hui, on a des lumières oranges dans la rue, que je trouve assez laide à l'image. Et donc, on est allé retrouver ces vieux néons qu'on a remis dans les rues dans lesquelles on a tourné, pour retrouver ce côté un peu vert-bleu, qui était vraiment la couleur des lumières des rues de Paris dans les films de cette époque, quoi. Ça, pour moi, c'était très très important d'avoir ces lumières au néon sur la majeure partie du film. Ouais. Allez-y, après, vas-y, toi. Vous aviez signé un manifeste avec Bertrand Mandico et d'autres réalisateurs, ça s'appelait Flamme. Ouais. Ça devient quoi? Et j'y pensais parce que, à cause justement de ce manifeste, Ouais. et je me demandais justement si, comme Bertrand Mandico, il me semble qu'il enregistre un son témoin à ses films et ensuite il post-synchronise. Est-ce que vous avez travaillé de la même manière ou... Non, pas du tout. Moi, je travaille vraiment en son direct. Je fais un peu de post-synchro quand on en a besoin avec les acteurs, mais sinon, je préfère travailler en son direct. Donc non, on travaille de manière assez différente, même s'il y a beaucoup de choses qui nous lient, qui nous relient. Ce qui se passe autour du manifeste aujourd'hui, je ne sais pas, on n'y pense pas souvent. On essaie de faire nos films tant bien que mal, mais c'est tout. Voilà. C'était un délire de soirée? Un délire de soirée, non, je pense.
une espèce de constat sur le manque d'imaginaire du cinéma français en général, et une envie d'en découdre avec ça, et une envie de pousser tous les cinéastes à être encore plus imaginatifs, fous, poétiques, une envie, une espèce d'envie de communauté poétique, lyrique, quelque chose de cet ordre-là, quoi. Parce qu'il n'y a pas un label qui a été créé. Parce qu'en fait, le manifeste est sorti en même temps que une série de 3 courts-métrages, du coup, de Yann Lesine, Mandico Ultra Pulp et Vinal Epoji. Et du coup, ça s'appelait Ultra Rêve, et c'était une sortie en salle qui regroupait ces 3 films. Et donc, le manifeste accompagnait un peu. Tu veux dire que c'est un manifeste publicitaire, en fait? Non, mais ça a accompagné la sortie. Oui. C'est un regard très opportuniste. Non, mais aussi, comme tu dis, de créer un constat, d'établir un constat sur le cinéma français, quoi. Oui, mais qui est un constat pas forcément juste, parce qu'il y a quand même une grande diversité dans le cinéma français. Donc, mais je crois qu'on a envie d'encore plus, et que moi je vois un imaginaire au travail, notamment chez beaucoup de courts-métragistes aujourd'hui, et j'ai envie que... C'est pour ça que j'ai créé une boîte de production aussi, pour produire des jeunes cinéastes, pour que qu'il y ait plus d'imaginaire qui se déploie, et plus de beauté, plus de venin, parce que la boîte s'appelle Venin Film. Donc voilà. Comme il y a des trucs très forts qui le rapport au cinéma dans le film. Pardon, je suis un peu stressé. Non. J'essaie de bien poser la question. Et c'est assez... Oh, putain. Ouais, de la pellicule, même tu disais avant, rapport fétichiste, ou que là c'est important que ce soit projeté en 35, ouais, et puis donc tout ce qui est dans le film, avec toutes ces scènes, et comment on voit le cinéma dans le... Enfin, trop fort. Ouais, en même temps, c'est assez complexe. Et par exemple, je me demandais comment on peut penser ou analyser la scène où il y a Félix Marito, qui est sur la pellicule, et il y a marqué « tu m'as tué », ça disparaît. Par exemple, comme analyser ce... Enfin, si tu pouvais parler un peu de oui, je veux pas analyser mes films, je trouve qu'il n'y a rien de pire comme exercice. C'est juste, je crois que quand on fabrique un film, il faut surtout rester dans le plaisir. Tout à coup, une image qui nous excite et qu'on a envie de fabriquer, et surtout pas essayer de l'analyser, parce que sinon, je trouve que l'image meurt d'elle-même à ce moment-là, et le désir de l'image meurt si on sait exactement pourquoi on fabrique une image, en fait. Donc il faut rester dans le... C'est dur parfois, parce qu'on écrit un scénario, parfois on tourne le film 3 ans ou 4 ans plus tard, c'est difficile de rester avec l'impulsion première, mais je pense qu'il faut surtout ne pas suranalyser ce qu'on va fabriquer, même si tout nous pousse à le faire dans les commissions, si on nous demande des notes d'intention, si on nous demande de disséquer notre scénario et de dire pourquoi tel personnage existe, pour quelle raison, pourquoi il fait ça à tel moment, ce qui pour moi est très très dommageable par rapport à ce premier désir, cette première impulsion de cinéma. Il faut essayer de rester le plus innocent possible par rapport à ses propres images. Alors parfois c'est un défi, mais j'essaie de le faire en réinventant à chaque fois un tout petit quelque chose sur le tournage pour que ça devienne un peu neuf, quoi. Pour pas illustrer une envie théorisée au préalable, bien pensée, bien analysée, parce qu'il n'y a rien de pire à ce moment-là. On illustre, quoi, et on illustre son propre désir, et ça c'est dangereux. Je pense qu'il faut essayer de créer une espèce de zone de béance, quoi, d'endroits un peu marécageux où on ne sait pas complètement pourquoi on fait ça, et en même temps on est excité parce qu'on le fait, quoi. Après, cette image, je sais d'où elle vient mais je suis pas sûr de l'avoir su ou compris en la faisant, mais c'est une image qui vient d'un film de Warhol qui s'appelle Blowjob, dans lequel il y a un personnage qui est cadré comme Félix dans le film, je crois poitrine ou taille, et qui est censé se faire sucer hors champ.
On voit pas la fellation, mais on voit juste l'effet de la fellation sur son visage. Et je crois que c'est un film dont j'ai vu seulement des photographes, mais c'est un film qui doit durer 3 minutes ou 4 minutes, non? Je sais pas, c'est un film très court où un des acteurs d'Andy Warhol se fait a priori sucer, mais on n'en est même pas sûr. Est-ce qu'il joue la fellation ou le plaisir de la fellation, ou est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train de le sucer hors champ? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est une image qui est revenue par la bande pour cette séquence-là, quoi. Et peut-être, pardon, plus concrètement, prenons ta question sur, en fait, dis-moi si je me trompe, mais c'était sur aussi l'aspect composite des images, quoi. Enfin, c'est-à-dire que tu tournes en 35, Ouais. tu incrustes des films X tournés en 16, Ouais. il y a les visions négatives, et là, toi, tu parlais du grattage de pellicule, quoi. Enfin, tout ça. En fait, c'est un tel jeu formel et concret, Oui, parce c'est que ça. tout ça, il faut le penser en termes de plan de travail. Mm. C'est retourner certaines images avant, pour qu'on puisse les gratter, pour qu'on puisse les mettre sur une machine, sur une machine de montage, sur une table de montage. On a vraiment projeté en 35 dans le cinéma à la fin, j'y tenais. Donc tourner toutes ces scènes, les monter pour pouvoir vraiment les projeter en 35 en pellicule, parce que je voulais pas que c'était projeté en numérique. Donc on pense tellement à l'aspect pratique de tout ça qu'à un moment on oublie pourquoi, d'où elles viennent, et c'est ça qui est excitant, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'action en fait. Ce qui nous permet d'oublier un peu toutes les strates du scénario, de la pensée, de tout ce qu'on a pu théoriser malgré nous au fil du temps et au fil de l'écriture, quoi. Retrouver cette forme d'excitation liée au réel en fait, et au concret des choses qui se font. Et par exemple, les visions négatives, elles sont tellement instinctives dans le montage, on a l'impression presque que tu les as trouvées au montage. Est-ce que c'est des choses qui préexistaient même au tournage, par exemple, qui étaient dans le scénario, ou c'est des choses que tu remontes, en fait, que tu reprends et que tu... C'est des choses qui étaient écrites, il me semble, au scénario. Ok. Ouais. Des choses dont j'avais Tu très sais que envie. tu as tourné ça en négatif, en fait. Ouais. Ça oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions de notre part? Oui. En fait, c'est une question qui force un petit peu à analyser, pas trop, mais justement dans ce cinéma porno un peu comique qui est vu avec à la fois de l'humour et une certaine poésie, mais qui rarement, je sais pas, on va parler pour tout le monde, mais qui peut-être n'est pas érotique justement. Est-ce que à certains moments, je trouve que ça se résout à la fin, mais est-ce que à un certain moment vous vous êtes demandé si ça surtout à une époque comme la nôtre, on se pose beaucoup ces questions-là, ça ne donnait pas une image finalement un peu dégradante du monde gay. Moi mon intuition là-dessus, c'est que justement à la fin avec la relation qui s'apaise à travers la mort entre Vanessa Paradis et son amante, et aussi à travers la dernière scène qui est peut-être un peu plus convaincante, scène tournée érotique, qui peut-être fonctionne un petit peu mieux justement au niveau érotique. J'ai l'impression que cette question-là se résume, mais je ne sais pas si c'est une question que vous vous êtes posée. Mais dégradant de quelle manière en fait? Dans le sens où justement en fait l'érotisme qui est montré Ouais. n'est pas érotique, il est plutôt comique. Ouais, mais pour moi il n'y a rien de dégradant là-dedans. C'est joyeux en fait. On voit une troupe de cinéma en train de faire du porno et qui s'amuse, même s'ils sont dirigés parfois de manière un peu toxique par le personnage de Vanessa Paradis. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une joie à être ensemble, qu'on a essayé de communiquer et que voilà, il y a une communauté, il y a une communauté qui se forme, une communauté plus ou moins soudée. Donc pour moi il y avait vraiment... Attends, mais j'ai trouvé ça courageux dans le sens où je me suis dit, est-ce qu'il s'est posé la question? C'est ça, vraiment ça. Ben, là où je pense que j'aurais aimé peut-être varier un tout petit peu les plaisirs et jouer un tout petit peu moins, ou alors, en tout cas avoir en contrepoint quelque chose de plus intimement érotique ou pornographique à un moment donné.
Ça manque un peu de beat quand même. Mais il y en avait plus, et puis on a coupé pour le récit. Donc je pense que j'aurais aimé, dans un monde idéal, faire quelque chose d'un peu plus poussé, d'un point de vue graphique, érotique, pornographique. Mais en même temps, j'avais peur aussi que ça coupe un peu. Tonalité. Non, mais que du coup une partie du public soit choquée à cause de ça, ou en tout cas que ça. Pour moi, c'était pas le cœur du film, quoi. Le cœur du film, c'était cette histoire d'amour, c'était les meurtres. Alors c'est important, c'est tout le background du film, mais c'était pas essentiel, quoi. Et j'avais peur que ça me coupe d'une partie du public, quoi. Mais c'était peut-être idiot de penser comme ça. Je pense que j'aurais pu aller un peu plus loin, que j'étais un tout petit peu timoré sur ça. Qu'il aurait pu avoir un ou deux plans plus frontaux. Mais c'est comme ça, il faut toujours des regrets sur un film, et on essaie de faire mieux dans le suivant, quoi. Donc là, je viens de tourner un porno, justement. Donc, pour me venger de tout ce hors-champ, tout ce non-dit. J'ai tourné un petit porno là, il y a 3 mois. Un film qui fait 10 minutes, hein, mais on aimerait bien en faire d'autres. Sur Pornhub ou... Pour l'instant, il n'est pas encore visible. On finit de le monter. On l'a tourné quand même en pellicule, tout ça, mais c'est un vrai porno. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'était super. Là, t'es en montage, du coup, c'est ça? Je suis en montage, on vient de finir le montage son, et il sera projeté à la Cinémathèque en mai, dans le cadre d'un cycle dédié au cinéma érotique qui s'appelle L'image des plaisirs. Et donc, il sera projeté le 11 mai lors du cycle. On avait aussi envie de sortir, j'ai co-réalisé avec un ami. C'est qui? Alain Garcia Vergara, qui était mon superviseur musical sur ce film-là. Et on veut tourner toute une série de petits pornos liés à la musique. Voilà. Il y en aura plusieurs. Il y en aura plusieurs, qui vont former une sorte de mixtape porno. Est-ce qu'il y a d'autres... Ouais, vas-y. J'ai une question par rapport au genre. C'était un film qui était très beau et c'était aussi très drôle, c'était voulu, et ça rend aussi hommage au giallo. Et j'ai vu mon premier d'Argento cette année, et c'était aussi un film que j'ai trouvé très beau, amusant, mais peut-être pas parce que c'était pas contrôlé, peut-être qu'on se moquait un peu plus du film à l'époque à cause des limites. C'était lequel? C'était Suspiria. Ok. Et que j'ai vraiment adoré, je trouvais ça génial. Mais il y a un aspect un peu bouffon aussi dans Suspiria, il y a de l'humour en fait. Et c'est très dans bien les fait, meurtres, par contre, enfin... un peu des effets. Alors qu'ici c'était bien maîtrisé, mais même par rapport Suspiria, vous parlez d'un chef-d'œuvre absolu. Par rapport aux effets, on peut pas comparer, il n'y a pas les limites techniques, et du coup forcément ça m'a fait penser au début le sang qui serait ça m'a fait penser au début de Suspiria, où là c'était vraiment le sang ketchup, et là c'était plus... Ouais, mais c'est génial, c'est des taches de rouge en fait, quoi. C'est l'art pop, quoi. Et je trouve ça très cool, mais dans les deux cas, les deux films, j'ai pas eu peur. Non, ouais, c'est vrai, c'est pas des films qui font peur. C'est des films Suspiria un peu quand même, non, pas du tout. La fin quand même, la fin de Suspiria. Je sais pas, enfin moi c'est peut-être juste moi, mais ou en tout cas pour ce film-là, est-ce que c'était une volonté d'évoquer la peur un peu, d'effrayer le spectateur? Non, je crois que... Enfin, oui, évidemment, on a toujours envie que... J'aimerais bien faire un film qui fasse peur. Non seulement j'ai pas réussi à faire un film qui fasse bander, mais en plus j'ai pas réussi à faire un film qui fait peur. C'est la soirée de tous les échecs. Mais oui, j'aimerais bien faire un film qui fait vraiment peur, mais je me doutais que celui-ci ferait pas vraiment peur parce que je pense que c'est un film d'horreur sentimental. Le sentiment pour moi est plus important dans ce film que la peur, que la terreur. Et que finalement c'est un monstre que j'aime au fond, malgré toutes les atrocités qu'il commet. Il y a quelque chose qui me touche en lui, et du coup il me fait pas peur, il m'émeut plus qu'il me fait peur. Donc si moi j'ai pas peur de lui, je me doute bien que le spectateur va pas avoir peur de lui non plus, et c'est pas du tout ce que j'ai essayé de mettre en avant.
Mais oui, j'aimerais bien un jour faire un film d'horreur qui fasse davantage peur. Ouais. C'est pas celui sur lequel tu es en train de travailler? Non, c'est pas du tout un film d'horreur sur lequel je travaille. Le tueur, tu l'as pensé comment en fait? Parce qu'il est aussi la croisée, quand tu parles de ce tueur, le tueur il fait plus penser à Freddy et même à une esthétique un peu BDSM. Enfin, comment tu l'as conçu? Il y avait cette idée de grands brûlés, de masques en cuir, et après c'est le co-scénariste du film, Cristiano, qui l'a designé, qui l'a dessiné. Et on a travaillé avec une super boîte d'effets spéciaux qui s'appelle Atelier 69 à Montreuil, qui font quasiment tous les gros films de genre aujourd'hui en France. Ils sont super. Est-ce qu'il y a une autre? Et on a, ça, ce qui était assez rigolo dans l'idée de faire peur par contre aux acteurs sur le plateau, c'est qu'on a essayé de ne pas dévoiler le nom de l'acteur qui jouait le tueur. Donc il arrivait cagoulé sur le plateau, personne ne savait qui c'était, et on lui mettait son masque, il y avait juste 4-5 personnes qui étaient au courant, mais personne ne savait. Après, malheureusement, il y a eu des fuites, à peu près aux 2 tiers du tournage, mais on a réussi à tenir le truc jusqu'aux 2 tiers. Quoi. Ouais. Ça, c'était bien sympa. Il mangeait pas avec l'équipe du coup? Non, il restait silencieux dans son coin, hyper taciturne, alors que c'est quelqu'un d'hyper vivant et joyeux dans la vie. C'était un peu dur pour lui, parce qu'il a vraiment pas participé. Ouais, c'était le chef, ouais, c'est ça. Non, mais il jouait son rôle. Dès qu'il sortait du métro, il mettait sa cagoule et il arrivait sur le plateau en cagoule. Et c'était Guy. Personne ne savait son nom, donc c'était Guy. On l'appelait comme le tueur. Moi, je l'appelais Guy aussi. Quoi. C'est un acteur qui est génial, qui s'appelle Jonathan Jeunet, que j'avais découvert dans le dernier film de Zulawski, qui s'appelle Cosmos, que vous avez peut-être vu. Je vous conseille vivement de voir, qui est un film assez fou. On parlait de langue tout à l'heure, c'est vraiment un film assez dingo sur la langue. Tu l'as vu? Oui, j'ai vu. Mais après, il a rejoué Jonathan Jeunet. Tu sais qu'on a... Jonathan, il fait beaucoup de théâtre. Il a assez peu rejoué au cinéma depuis. Quoi. Alors que il a vraiment une gueule en plus. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres remarques, questions, réactions? Parce que ce qui est beau aussi avec le personnage de Guy, c'est toute la partie dans la forêt. Enfin, on a l'impression que ça va vraiment casser le récit. Il y a tout un truc sur le désir empêché. Enfin, même tu parlais de lui qui était frustré sur le plateau de tournage. Et c'est tout un personnage frustré, quoi. Et je me demandais, toi, qu'est-ce qui te fascinait dans peut-être le personnage du désir empêché, qui va avec aussi le retour au pays, le retour à la campagne, quoi. Ouais. J'imagine que c'est l'imaginaire de la province et de mon adolescence un peu frustrée en province, qui rêve d'un ailleurs plus édénique et plus libéré en matière de sexualité et d'amour. J'imagine que ça doit venir de là, mais pareil, j'ai pas essayé de vraiment l'analyser. Mais j'aimais bien aussi cette histoire d'amour en pointillé entre le personnage de Romane Boringer, celui de Vanessa Paradis, où on dit que quelque chose pourrait naître, mais qu'il est empêché par la gang de l'autorité paternelle et une espèce de carcan comme ça, provincial de l'époque, où rien ne peut se déployer parce que tout est à l'état de vibration, mais rien de plus, quoi. C'est aussi un désir empêché, comme le personnage de Cathy. Complètement, ouais. Qui fait écho pour le coup à celui de Guy, oui. Pas d'autres questions? Vas-y. Paul Beccali a aimé le film, s'il l'a vu? Je suis pas sûr qu'il l'ait vu. C'est difficile de parler d'autre chose que de ses propres films. Il parle beaucoup de ses propres films, Beccali. C'est normal, il a 92 ans. Il continue de faire des films. Bon, c'est moins bien aujourd'hui qu'il y a 30 ans. C'est vraiment quelqu'un qui a fait des chefs-d'œuvre absolus. Moi, quelqu'un que j'admire, j'ai découvert à l'adolescence et qui m'a beaucoup inspiré dans mes premières envies de cinéma. Et c'est quelqu'un de passionnant, mais je sais pas. Je sais pas s'il a vu le film. Je pense que soit il n'a pas aimé, soit il n'a pas vu, mais quand il aime les choses, il le dit généralement, ou il écrit au réalisateur, mais
Je sais pas, j'ai pas eu de petits mots de Paul J'aurais dû Giamatti. m'impliquer, aussi. Tu le connais, c'est ça? Non. Enfin, est-ce qu'il y a une toute dernière question? Parce que je crois qu'on va devoir terminer à cause de l'autre séance. Je sais pas Ouais, si, j'ai une question. Vas-y. Pardon. Ouais, parce qu'il y a, comme tu dis, sur les sentiments, c'est une histoire d'amour. Et c'était. À la fois, il y a l'amour qui est très bon, le désir d'amour. Et en même temps, il y a quelque chose de terrifiant. Et de manière, il s'est dit à un moment, l'amour c'est vorace, donc c'est à la fois. Voilà. Et en même temps, souvent il y a une scène d'amour, comme au début. En parallèle, il y a une scène de meurtre. Il y a toujours une présence de la mort. Enfin, et donc, je ne sais pas si ça fait peur le film ou pas, mais il y a quand même quelque chose de comme... Bon, en tout cas, oui, je voulais que l'amour fasse presque plus peur que la mort. Enfin, la scène d'agression sexuelle, pour moi, elle est plus terrifiante que presque les scènes de meurtre, en fait. Donc oui, je voulais que l'amour soit toxique, qu'il soit vénéneux, qu'il soit dangereux, quoi. Parce que je crois que j'en ai marre un peu des personnages trop policés. Et voilà, il y a beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour dans ce film aussi, mais il y a des zones de danger, de toxicité, de personnages un peu détraqués. Et ça m'intéresse. Et je trouve que c'est quelque chose que j'ai encore envie d'explorer, peut-être de manière encore plus radicale à l'avenir, quoi. Mais je trouve que c'est important de... Après, c'est compliqué, parce que j'ai beaucoup lu que c'est un personnage qui, après cette séquence, était difficile à aimer. Et ça, je veux bien l'entendre. Et en même temps, je trouve que c'est beau d'aimer un personnage malgré ou à cause ou grâce à sa monstruosité, en fait. Donc c'est un personnage qui est à la fois monstrueux et pourtant, moi je ne peux pas m'empêcher de l'aimer, mais c'est un personnage problématique. Et en même temps, voilà, il y a une zone de trouble en chacun de nous, et je trouve que ces zones de trouble, moi c'est celle que j'ai envie d'explorer au cinéma, quoi. Et c'est un personnage troublé, ouais. Mais tout l'inverse, ça n'avait pas été écrit pour Vanessa Paradis, et c'est un personnage qui ne le ressemble pas du tout. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu, là, le prochain film que j'ai écrit, et que j'espère on va pouvoir faire l'année prochaine, c'est un film que j'aimerais de nouveau tourner avec Vanessa Paradis, qui pour le coup est vraiment inspiré de ce qu'elle dégage dans la vie, de sa bienveillance, de son côté lumineux. Même si c'est un personnage aussi troublé d'une certaine manière, mais beaucoup plus proche d'elle que celui-ci, qui est vraiment aux antipodes de ce qu'elle est dans la vie, quoi. On a le droit de savoir qui c'était, ouais. C'était au départ, je ne l'ai pas dit à l'époque quand le film est sorti, mais là, la prescription, on l'a écrit avec Sophie Marceau en tête. Ouais. Pas Daniel Darieux. Non. Et je l'ai rencontrée. En fait, elle avait beaucoup aimé les rencontres d'après minuit. J'ai reçu un texto hyper beau. J'étais hyper étonné de recevoir un texto de Sophie Marceau sur mon premier film hyper obscur que personne n'avait vu. Et c'était au moment où on commençait à écrire le film et on s'est dit, c'est un signe du destin. Moi, je l'adore dans les films de Zulawski. Je trouve qu'elle est géniale, elle est magnifique. Et puis, ça s'est pas fait. Je pense que le personnage lui a fait peur, et puis je suis ravi que ce soit Vanessa au final, donc tout va bien, quoi. Mais voilà, c'était pour elle. Merci beaucoup. On va prendre des verres pour ceux qui veulent. On va à côté. Merci beaucoup.